bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant et un peu étrange, les phénomènes de hantise. On va explorer ça à partir d'un ouvrage qui essaye de décrypter un peu tout ça. Oui, bonjour. L'idée principale de ces textes, c'est de se demander si, au fond, l'élément commun, ce ne serait pas l'esprit humain, qu'il soit incarné ou désincarné. Hmm, L'analyse tente de passer en revue différentes hypothèses, télépathie, influence d'un lieu ou même l'action d'esprit de défunts. c'est ça. Le but, soyons clairs, ce n'est pas de dire c'est vrai ou c'est faux, mais plutôt de regarder comment cette source classe ces histoires, parfois déroutantes, et tente de les expliquer. Alors, préparez-vous, ça peut secouer un peu. Oui, L'ouvrage, en gros, il distingue deux grandes familles. D'un côté, ce qu'il appelle la hantise proprement dite, souvent liée à un endroit, à des événements passés, d'accord. et de l'autre, les Poltergeist. Là, c'est plus physique, et souvent, ça tourne autour d'une personne en particulier. Ok, commençons par la hantise classique alors. Le texte parle de cas auditifs, comme cette histoire de presbytère en Angleterre. Ah oui, le KI. Un couple arrive et la nuit, ils entendent des bruits. Vraiment inexplicables, récurrents. Un vacarme, apparemment. Et sans que se trouver. Exactement. Et puis, il y a le visuel. Le cas de Miss Morton, le cas 4, est très connu. Une étudiante en médecine. Oui. Elle et d'autres personnes voient pendant des années le fantôme d'une femme en noir, en deuil, identifiée plus tard comme une ancienne occupante alcoolique. Ce qui est troublant, c'est que cette forme, elle semblait ignorer les obstacles, non? Comme des fils tendus. C'est ça, comme si elle passait à travers. Ce qui amène à des questions intéressantes soulevées dans le texte. Par exemple, hein? Est-ce que tout le monde voit la même chose en même temps? Est-ce que ça se reflète dans un miroir? Oui, il y a un cas, Cas-X, où plusieurs témoins voient une forme ET, son reflet, mais un autre, KI, où la forme est visible, mais pas le reflet. Donc objectif, subjectif, C'est tout le débat. tout à fait. Et c'est là que l'auteur fait un lien assez audacieux avec la télépathie, mais entre vivants cette fois. Ah oui, comment ça? Il cite des expériences, chapitre 4, une personne qui pense très fort à quelque chose, KA, ou même une pensée intense, mais involontaire, KB, et hop, une autre personne perçoit quelque chose, des pas, une forme, une action, parfois sans même savoir pourquoi. L'idée sous-jacente, c'est que si la pensée des vivants peut provoquer ça, Alors peut-être que la pensée ou l'influence d'un défunt pourrait faire pareil. Ça expliquerait le côté un peu automatique, répétitif de certains fantômes, comme s'ils ignoraient le présent. exactement. On parle même de hantise des vivants, K23. Une personne pourrait apparaître là où elle pense être très intensément. Fascinant. Passons au poltergeist alors. C'est différent, vous disiez? Oui, l'auteur les décrit comme souvent plus courts dans le temps et très liés à une personne, souvent jeune, et c'est physique. Physique comment? Objets qui volent, K23, parfois de façon étrange, en évitant d'être attrapés. Des pluies de pierres, même dans des pièces fermées, K21. Des pierres à l'intérieur. Oui, des meubles renversés, K22, des cloches qui sonnent toutes seules très fort, K16. Le cas de l'atelier de charpentier qu'à 23 est marquant aussi. Des bouts de bois qui volent. Et qui semblait viser un homme en particulier, jusqu'à ce qu'il règle une dette pour son neveu décédé. Et après le paiement? Tout s'est arrêté net. Incroyable! Il y a des cas encore plus extrêmes, non? Persécutoires. Oui, comme des débuts d'incendie spontanés sur des vêtements, mais qui ne brûlent pas la personne, KXX. Vraiment? Ou même une voix distincte, Old Jeffrey, KXV, qui aurait carrément discuté avec une famille pendant des années. Une voix qui répond aux questions, c'est... Oui, c'est assez troublant. Mais comment l'auteur interprète ces trucs parfois complètement absurdes comme les pierres ou les objets Eh bien, il suggère que même l'absurde pourrait être une sorte de voie de moindre résistance pour une communication. Ou avoir un but caché, attirer l'attention, faire douter les sceptiques, KXV4. D'accord. Il note aussi l'importance possible des influences locales ou de l'énergie d'un sensitif présent, une personne qui pourrait catalyser ces phénomènes. Alors, si on essaie de résumer la perspective de cet ouvrage, Bon, l'auteur avance prudemment que la plupart des cas de hantise, classiques, pourraient être liés à une sorte d'impulsion télépathique, post-mortem. une empreinte psychique en quelque sorte. Oui, ou quelque chose comme ça. Il parle aussi de psychométrie, l'idée que des lieux gardent une trace. Mais pour lui, les poltergeists, c'est autre chose. Plutôt lié à l'énergie d'un vivant, parfois combiné à des influences locales ou
spirituel. D'accord. Donc ce parallèle avec la télépathie entre vivants, c'est vraiment la clé de son analyse pour expliquer le côté subjectif, parfois automatique. C'est un point central, oui. Mais Mais les phénomènes physiques, indéniables, les objets qui volent, les voix, ça complique tout. exactement, ça rend une explication unique très difficile. Le texte nous laisse un peu avec l'idée que tout ça, ça relève peut-être de lois qu'on ne comprend pas encore bien. Des lois sur l'interaction entre l'esprit, l'énergie, la matière. Voilà, c'est une piste de réflexion. Et une dernière pensée qui m'a marqué dans cette lecture, même si ces manifestations semblent parfois illogiques, triviales presque. Hmm. Est-ce que, comme le suggère l'auteur, elles pourraient servir un but plus profond, ne serait-ce que nous rappeler qu'il y a peut-être des choses au-delà de ce qu'on perçoit habituellement? C'est une question intéressante pour conclure, en effet. Ça laisse songeur.